Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des deux relais de dimanche dernier et des deux individuels de mardi et mercredi. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avec déjà des victoires du côté de l'équipe de France, mais du côté des Françaises aussi. Et puis on parlera également des performances qui parfois du côté des Françaises, notamment chez les filles, ont été un petit peu décevantes chez certaines, notamment du côté de l'individuel. Et puis on parlera de la domination encore une fois des Norvégiens en individuel, mais ça sera un petit peu plus tard. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous en pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos au voile en ce moment, cyclisme aussi avec les top 10 de fin de saison, et puis il y aura bientôt en janvier les présentations de début d'année. Quand vous vous abonnez à la chaîne, donc pour me soutenir, soit vous avez la petite cloche, puisque plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube, et puis l'autre moyen, mais ça c'est seulement si vous en avez l'envie, et seulement si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite, on va essayer de faire les phrases dans l'ordre, c'est pas simple, parfois. Avec le relais homme et l'énorme performance de l'équipe de France du côté du relais homme. Alors certes, on avait des conditions de tir qui étaient quand même stables, mais cette victoire de dimanche, elle est quand même chez les garçons assez impressionnante avec seulement 2 balles perdues. Sur un relais, c'est vraiment rien, hein, je le dis toujours, mais normalement, je dis toujours, allez, entre 6-8, on est sur un très bon relais. Et après, au-delà de 8, ça veut dire qu'on a fait un peu trop d'erreurs. Là, quand vous êtes en dessous de 6, c'est que vraiment au tir, vous avez été d'une efficacité assez exceptionnelle. Et en dessous de 4, c'est vraiment assez incroyable et extrêmement rare. Et là, ce qu'a fait l'équipe de France avec seulement 2 balles perdues, c'est assez exceptionnel. Et il fallait ça pour battre l'équipe de Norvège, parce que si on avait eu une balle de pioche en plus, eh bien, ça serait joué peut-être à 5-6 secondes près. Et peut-être que la Norvège aurait essayé de nous remonter dessus. Mais voilà, cette équipe de France qui a été assez impressionnante sur ce relais, si on revient voilà, là-dessus, avec des temps de ski qui ont été bons, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, on étudiera les temps de ski, mais avec un très bon relais. Et puis tout de suite, on a pris la tête de la course. C'est-à-dire Fabien Claude nous a vraiment très très bien emmené, nous a mis vraiment sur de très bons rails. Quentin Fillon-Maillet a pas été le plus rapide sur les skis, mais l'avantage c'est que du côté de la Norvège au même moment c'était pas forcément évident non plus. Éric Perrault toujours aussi solide sur le tir, et puis Émilien Jacquelin, c'est presque Émilien Jacquelin qui s'est fait le plus peur, mais qui n'était pas dans une situation facile parce qu'il fallait conclure une performance qui avait été assez exceptionnelle avant lui, donc c'était vraiment pas évident. Du côté d'Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet aussi, il a eu un tir qui n'était pas forcément le plus rapide. Mais encore une fois, c'était pas forcément évident à ce moment-là où il avait déjà beaucoup d'avance. Quentin Fillon-Maillet, il voulait pas ramener les autres équipes dans le match. Deuxième, la Norvège. Que dire du côté de la Norvège? Dommage Stromsheim, c'est Stromsheim qui les plante. Parce que Tarier fait pas un énorme relais, mais comme Quentin Fillon-Maillet n'est pas exceptionnel non plus, je dirais que ça équilibre quand même un petit peu les choses. Mais c'est vrai que Stromsheim était pas à fond, enfin il était pas bien au niveau des jambes, il a mal géré son effort. Il s'est vraiment écroulé sur la fin de son relais, ça leur coûte très cher, parce qu'après Johannes Bö, il a fait du Johannes Bö, hein, donc un très bon relais, mais Stromsheim sur les skis, ça marchait pas. Après, on voit seulement 3 erreurs aussi au tir, seulement 3 balles de pioche, donc c'est une performance exceptionnelle. Mais ils sont tombés sur une équipe de France qui a réussi à faire mieux, et surtout qui a eu 3-4 relayeurs qui ont été très performants aussi sur les skis. Et eux, ils ont eu le petit problème André Stromsheim. Donc voilà, dommage du côté de cette équipe de Norvège, mais ça reste quand même une performance assez exceptionnelle. Du côté de la Suède, 10 c'est un peu trop. C'est un peu trop, voilà, du côté de la Suède, et surtout Ponsi Luoma et Samuelsson qui restent, je trouve, en difficulté. Et on le verra du côté de l'individuel que ça a été encore plus compliqué pour eux. Mais sinon, sur les temps de ski, Ponsi Luoma et Samuelsson, ça va vite.
Mais le problème, c'est qu'ils ont tendance à faire des erreurs. C'est dommage pour Silioma parce que je pense qu'il se précipite sur son premier tir. Vraiment. Je pense qu'il a voulu revenir tout de suite dans le match avec la Norvège et il se précipite dans son tir sur ses balles. Samuelsson, on sait que des fois ça passe et quelques fois ça passe pas et des fois il s'écroule un petit peu au niveau du tir. Nélin et Brandt n'avaient pas non plus été exceptionnels, hein, 3 balles de pioche sur 10 tirs, enfin sur 10 possibilités de blanchir les cibles, c'est quand même beaucoup. Là aussi, et puis les temps de ski chez Brandt, chez Nélin, qui sont inférieurs à ce qu'est capable de faire les meilleurs Norvégiens, de faire Jacomel, de faire les concurrents de l'équipe de France, notamment Emilia Jacquelin, de ce que sont capables de faire les Allemands. Donc là aussi, du côté de la Suède, c'est un petit peu dommageable parce qu'on sait qu'on a 2 très bons concurrents mais qui ne sont pas fiables et 2 autres sur les skis qui sont plus en difficulté. Donc c'est pour ça que cette équipe a souvent du mal dans ce genre de situation. Donc dommage, voilà, les erreurs trop multiples, 10 c'est quand même un peu beaucoup. Heureusement, ils ont évité le tour de pénalité, ce que n'a pas évité l'Allemagne. Tour de pénalité réalisé par Philippe Horn. Là aussi, il y avait une équipe assez jeune du côté de cette équipe d'Allemagne. Je trouve que les premiers relayeurs ont fait le job. Zobel, c'était pas évident parce que il fallait qu'ils mettent pas l'équipe trop loin et en même temps c'est un jeune concurrent. Johannes Kuhn fait quand même 2 fautes sur le debout, mais là aussi c'est un concurrent qui a pas non plus encore énormément d'expérience dans ce relais. Ça fait pas depuis si longtemps que ça qu'il est dans les relais. Et c'est là où ça a été compliqué pour Navrat et Horn. Mais en fait, quand tu regardes cette sélection allemande, elle était assez jeune. Horn, souvent, il était plutôt deuxième. Pour moi, il a rarement été dernier relayeur. Mais encore une fois, on est sur une équipe d'Allemagne qui rajeunit, que ça soit chez les filles ou que ça soit chez les garçons. Et chez les garçons, ça a été compliqué. Donc voilà, dommage. Dommage pour cette équipe parce que le podium était faisable. Mais ça montre quand même qu'il y aura un potentiel si on arrive à mettre les balles au fond. C'est toujours la grande question. Mais le tour de pénalité leur coûte très cher. Parce qu'un tour de pénalité, c'est les 25 secondes. Tu vois, ils finissent à 30. Donc c'est le tour de pénalité qui leur a vraiment coûté très cher. Parce que sinon, ils ont été pendant très longtemps dans le match avec les Suédois. Grâce à une efficacité au tir à ce moment-là qui était un petit peu meilleure. La Finlande, très bien, mais la Finlande qui a fait des bons relais, il faut bien le dire, avec seulement 4 balles de pioche. Et un relais très propre de Telo Sepala et Otto Ivenius également, qu'on avait vu déjà sur le relais mixte la veille, et puis les États-Unis. 6e avec Maxime Germain. On a beaucoup parlé de Campbell White, mais Maxime Germain, très bon temps de ski. On en reparlera également du côté de l'individuel qui a été plutôt intéressant. Et puis Jack Brown et Sean Doherty. Ensuite derrière qui eux ont fait trop de fautes. Mais Maxime Germain qui a fait aussi 4 fautes mais qui avait un bon temps de ski sur son relais. Donc voilà, une équipe très très jeune. Et puis ensuite Ukraine, Suisse. La Suisse c'est dommage. Là aussi les têtes d'affiche ont tendance à faire beaucoup de fautes. Que ce soit Finello et Hardweg. Parce que Sébastien Stalder lui avait fait un relais intéressant. Mais ensuite, Burkhalter a fait 5 balles de pioche. Donc il s'est mis dans une grande difficulté sur le debout. Ça les éloigne forcément déjà directement du podium. Et puis après, Finello et Hardweg ont quand même fait 3 balles de pioche encore. Donc ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Et puis on retrouve ensuite l'Autriche. Là aussi un beau relais avec 7. Comme du côté de la Slovénie également, on est à 7. Et l'Italie à 11 avec un tour de pénalité. C'est dommage du côté de cette équipe d'Italie. Mais en fait, à part Tommaso Giacomel, en dehors de Giacomel, derrière, c'est pas suffisant. On voit Didier Bionaz qui a progressé sur les skis, mais qui fait maintenant beaucoup d'erreurs au tir. Lucas Hofer, ça passe ou ça casse. Quand ça passe, il est capable de faire des super courses. Mais quand ça casse, déjà qu'il n'a pas le meilleur temps de ski du monde. Forcément, derrière, après, c'est compliqué. Et puis, Eliaseni. Là aussi, pas le meilleur sur les skis. Donc en fait, Giacomel, il est un peu tout seul dans ce relais. Donc c'est un peu compliqué pour lui d'être performant. 14e place du côté de la Belgique. On regarde un petit peu les analytiques. Je vous les montre. Hop là, la France, donc vous voyez,
très bon temps, très belle performance au niveau, au niveau des tirs, je vais y arriver, mais aussi des très bons temps de tir. C'est-à-dire, vous voyez, deuxième pour Éric Perrault sur son relais, deuxième pour Quentin Fillon-Maillet sur son relais, troisième pour Fabien Claude et septième pour Émilien Jacquelin, mais encore une fois avec 2 balles de plus. Parce que sur le coucher, il était quatrième au niveau du temps de tir. Donc ça c'est très très bien avec un Éric Perrault qui a fait un très bon tir debout, parce que ça lui coûte que il est troisième. Quant à Fillon-Maillet, on sait qu'il est toujours rapide sur le tir debout. Et Fabien Claude, c'est le coucher où il a été meilleur que sur le debout derrière. Et puis des temps de ski, meilleur temps pour Fabien Claude sur son relais. Deuxième pour Éric Perrault et Émilien Jacquelin sur leurs relais respectifs. C'est Quentin Fillon-Maillet qui a été le moins rapide, sixième au classement du côté de son relais, en sachant que Émilien Jacquelin était meilleur temps. Il a relâché voilà, dans le dernier tour, vous voyez, 15-7. Et c'est un peu pareil pour Éric Perrault, qui était très bien sur les 2 premiers tours, qui s'est un peu écroulé quant à lui sur le troisième. C'est vrai que c'était compliqué pour l'équipe de France, c'est comme on s'est retrouvé tout de suite en tête avec de l'avance. Et bien après, derrière, il fallait réussir à revenir à rester devant et à rester concentré et motivé, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de situation. Du côté de la Norvège, donc vous voyez, il n'y a que Johannes Bø en fait qui est meilleur temps de ski. Stromsheim, vous voyez, il perd 51 secondes, donc il perd même 30 secondes par rapport à Éric Perrault qui pourtant s'écroule un petit peu dans le dernier tour. Mais là, vous voyez aussi Stromsheim, 6e temps, 10e temps sur le dernier tour. Et vous voyez Johannes Bø qui, lui, a été sur les 2 premiers tours au niveau d'Émilien Jacquelin et puis qui a accéléré le rythme sur le dernier tour. Mais ça n'a pas été suffisant. Et on voit que Sturla fait un 2e temps de ski sur son relais, donc c'était pas mal. Et Tarjei-Bø 5e, donc juste devant Quentin Fillon-Maillet, donc c'était pas suffisant parce qu'en fait c'est Jesper Nelin qui a fait le meilleur temps de ski sur ce relais là, un petit peu surprenant parce que c'est vrai que je l'ai même critiqué un petit peu Jesper Nelin sur son temps de ski, alors que non, au final il est bon son temps de ski, mais la différence c'est que c'est le temps de tir qui lui n'est pas bon, avec 42 secondes de perdu à cause de ces 3 balles de pioche notamment. Donc ça coûte très cher. Et puis du côté de Ponsiluoma et de Samuelsson, eh bien, vous voyez que Samuelsson c'était pas exceptionnel au niveau du temps de course, surtout dans le dernier tour où il a complètement explosé. Samuelsson, 55 secondes de perdu. Par contre Ponsiluoma très bon sur ses temps de ski. Donc là, il y a du bon et du moins bon au niveau des leaders allemands. Du côté de l'Allemagne, vous voyez, quand je vous disais, Zobel, 12e temps seulement de ski. Alors certes, le temps de tir est très bon, il perd que 3 secondes 4, mais le temps de ski est pas suffisant pour aller se mêler à la lutte. Johannes Kuhn, pas mal, 12 secondes 7 seulement de perdu, avec un dernier tour où il est en tête, donc il est parti peut-être un peu trop prudemment, alors que Zobel s'est écroulé dans le dernier tour. Et du côté de Navrat, lui il s'est écroulé également dans le dernier tour, parce qu'il était bien dans les 2 premiers, il perd 22 secondes ensuite. Et ça a été compliqué également pour Philippe Horn, plutôt performant sur les premiers tours, et puis le dernier tour il perd 20 secondes également. La Finlande, vous voyez des 0 plus 4, pourquoi ils ne sont pas mieux que 5e? Tout simplement le temps de ski. Otto Evenius, il perd 1 minute 33 seulement sur son relais. Telo Sepala, 48 secondes. Donc c'est sûr que ça fait un petit peu beaucoup. Il n'y en a aucun qui est dans le top 5 de son relais. En temps de ski, il n'y en a aucun qui est dans le top 5 de son classement de relais. Donc ça veut dire que c'était pas suffisant. Et puis du côté des États-Unis, vous voyez, Campbell White, 6e temps de ski, c'est pas mal. Mais Maxime Germain, 2e temps de ski. Donc sur un relais où il y avait quand même Tarjei-Bø, Quentin Fillon-Maillet. Donc ça c'est excellent du côté de Maxime Germain. Dommage par contre, les 4 balles de perdu, mais le temps de ski, vraiment très très intéressant. Voilà, je regarde un petit peu les performances de l'Ukraine, la Suisse. Vous voyez, bon voilà, 3e temps de ski pour Finello, mais trop d'erreurs au tir. Et Burkhalter les a mis vraiment en difficulté parce que son temps de ski était pas bon, son temps de tir c'était le dernier en termes de temps de tir, 21 minutes de perdu, c'est beaucoup. Du côté de ce concurrent, et si on regarde l'Italie, vous voyez, Giacomel 3e temps de ski, donc très bon, mais après derrière on est au-delà du top 5, donc forcément c'est compliqué avec un 13e temps seulement pour Eliasani, qui perd 48 secondes sur le premier relais, et Lucas Hofer qui perd quand même 50 secondes sur le dernier tour et qui se retrouve 7e au niveau de son relais sur le temps de ski du côté de cette équipe
italienne. Donc voilà pour le bilan des analytiques du côté de cette épreuve. On poursuit avec le débrief des relais, on passe au relais féminin avec bien le relais féminin qui a été compliqué pour l'équipe de France. Un relais qui était loin d'être parfait avec des conditions de tir qui étaient plus compliquées, plus complexes que pour les garçons. Il y avait un petit peu de vent, ce que n'avaient pas les garçons et surtout le vent s'est un peu levé pendant l'épreuve. Donc c'est-à-dire qu'après les réglages, ça c'est toujours le problème sur un relais parce que entre le départ de la première concurrente et le départ de la dernière, il y a 1 heure à peu près qui se déroule. Mais en plus, il faut rajouter que quand vous faites vos essais de tir, vous les faites un quart d'heure, 20 minutes avant le départ. Donc c'est-à-dire qu'en 1h30, le temps peut changer. Voilà, la météo peut être changeante, notamment au niveau du vent. Et c'est vrai que ça a posé des problèmes à certaines concurrentes. Du côté de la Suède, on a eu un problème avec Sarah Anderson, mais le reste de l'équipe a été extrêmement fiable. Notamment les sœurs Heuberg, avec toujours des gros temps de ski. On a vu qu'Elvira Heuberg est en très grande condition physique. On voit aussi que la préparation des Suédoises a encore été excellente pour ce début de saison, parce que même Anna Magnusson fait un très bon temps de ski, et pourtant Lou Jean Monod a vraiment dominé le premier relais. Mais du côté de cette équipe de Suède, voilà, à part Sarah Anderson, et quand tu vois ce que certaines filles sont en capacité de faire, notamment du côté du relais mix ou notamment du côté de l'individuel, tu te dis que Sarah Anderson, elle a peut-être perdu sa place avec cette performance-là du côté du relais, parce qu'il y a Al Forsen qui a été intéressante sur ce tout début de saison. Et Sarah Anderson va peut-être perdre sa position de ce côté-là. Mais voilà, un relais, sinon Anna Heuberg, Elvira Heuberg, vraiment un relais très très solide. Anna Magnusson aussi. Bon, Sarah Anderson, on rappelle que on n'a pas Lynn Persson, donc forcément il fallait trouver une quatrième mousquetaire dans ce relais. Et Sarah Anderson n'a pas réussi à s'en sortir, peut-être beaucoup de pression aussi, et puis peu l'habitude de faire ces relais, parce que l'équipe de Suède, c'est vrai que ça change assez peu en termes de composition. Du côté de l'équipe de France, ça se passait très bien pour Lou Jean Monod, excellent relais de Lou Jean Monod. C'est pour ça que sa performance sur l'individuel m'a pas vraiment surprise, parce que ce qu'elle avait fait sur le relais féminin était déjà excellent. Elle nous a mis vraiment dans une bonne situation. Ça a été plus compliqué pour Justine Brezaz avec un 5 balles de pioche et surtout pas mal de balles perdues à droite déjà pour cette course-là. Donc un relais qui était vraiment pas exceptionnel. Alors après, elle était dans une situation qui n'était pas évidente parce qu'elle avait déjà un petit peu d'avance. C'était un peu comme Quentin Fillon-Maillet, donc c'est-à-dire qu'elle avait peur, je pense, elle était un peu avec le frein à main au niveau du tir, parce qu'elle avait peur de rater beaucoup de balles, ce qui fait que ça aurait permis à d'autres nations de revenir. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle de ce côté-là. Sophie Chauveau, qui fait un relais très solide au niveau du tir, même si elle passe un petit peu trop de temps sur le pas de tir encore, mais au moins il y a de la solidité avec au moins seulement une seule balle de pioche. Et du côté de Julia Simon, un premier tir parfait et puis une fin de course difficile avec à la fois ce tir raté sur le dernier relais et puis à la fois également cette crampe. Mais cette douleur en fait qui est arrivée entre les deux tirs, cette douleur au mollet et qui a fait que à la fin c'était très très compliqué pour elle. On a même eu peur à un moment que la course ne se termine pas sur le podium du côté de l'équipe de France, parce qu'elle semblait vraiment mal en point à ce moment-là. Du côté de la Norvège, eh bien, un relais qui était bien parti avec Joni Anne Clive au niveau du tir, par contre pas au niveau du temps de ski pour la Norvégienne, on en avait parlé. Alexis Buss en parlait, mais à Suchen, et c'est vrai que moi j'ai vu les courses de Suchen, je l'avais pas trouvé hyper en forme, et je me méfie toujours moi des pré-saisons en biathlon, parce que vous avez des concurrents, je dirais pas qu'ils les font un petit peu par-dessus la jambe, mais il y a des concurrents qui savent qu'ils sont déjà qualifiés, et donc qui se servent plus de cette course-là comme d'une course d'entraînement que d'une course vraiment ils se donnent à fond. Donc je me disais, est-ce que c'est pas le cas pour Anne Clive? Puis là, sur les relais, pour le moment, c'est loin d'être exceptionnel, avec une Connaughton qui se rate assez peu normalement sur le coucher, et là qui fait en plus 3 fautes et une balle de pioche. Et puis après, Kierkeide qui revient dans le match, Tendrevold qui, elle, s'est un petit peu trop précipitée sur son debout, parce que je pense qu'elle a vu qu'elle pouvait peut-être revenir sur Julia Simon. Je pense qu'elle a vu Julia Simon qui galérait, elle a vu les cibles de Julia Simon quand elle s'est positionnée pour son tir debout, et ça l'a peut-être un petit peu trop sorti à ce moment-là, et elle a peut-être voulu un petit peu trop se
se précipiter pour partir du pas de tir, Tendrevold, et oublier que bah non, il fallait finir son tir. Ça a été voilà l'erreur d'Ingrid Tendrevold, mais voilà une 3e place du côté de la Norvège, avec des temps de ski pour les 2 premières relayeuses qui étaient loin d'être exceptionnelles. L'Italie, pas mal, en fait, pour une équipe qui était pour moi très perfectible. Hein. Déjà, on n'avait pas Vitozzi, c'est vrai que j'avais oublié, mais Vitozzi a des douleurs au dos, donc elle ne fait pas pour le moment cette première compétition. Et de toute manière, c'est jamais facile d'enchaîner après un premier titre en Coupe du Monde, et puis un premier globe en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est Wierer qui était un peu la chef de file, mais une Dorothea Wierer qui a arrêté sa saison l'année dernière extrêmement tôt, qui avait eu une année quand même extrêmement difficile. Dorothea Wierer, jamais dans le coup, que ça soit enfin au niveau des skis c'était catastrophique, et au niveau du tir ça n'avait pas non plus été exceptionnel. Là, la fine gâchette italienne était encore présente et bien performante. Samuela Comola, bon bah c'est le problème de Comola, on sait qu'elle est performante au tir, le problème c'est le temps de ski, c'est un peu comme Vanessa Voigt, et aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour ces filles-là. Et puis Oren Thaler et Michaela Carrara qui elles ont fait une belle course. Moi j'ai bien aimé Oren Thaler parce qu'elle fait un très beau relais. Carrara plus compliqué au niveau du temps de ski, mais une seule erreur aussi sur son tir, donc pas mal. Et puis l'Autriche avec Lisa Teresa Hauser et les jeunes autrichiennes, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, solidité du tir en Autriche. Des temps de ski par contre un peu plus difficiles. La Pologne bien positionnée, dommage. Le dernier relais polonais qui a été compliqué pour Jacquiela, voilà, avec 3 balles de pioche. Ça les a mises un petit peu en difficulté sur la fin, c'est là où elles perdent des positions pas mal. Et puis l'Allemagne, décevante, 1-11 pour l'Allemagne, avec une équipe où on a tenté d'emmener pas mal de jeunes, notamment Tenmayer, Pouf ou Kink, et elles ont Tenmayer et Kink étaient en difficulté, et puis même Vanessa Voigt, 3 balles de pioche, un tour de pénalité, c'est loin d'être exceptionnel non plus. Donc une équipe d'Allemagne, on n'avait pas pris Francesca Preuss en passant, qui n'était pas dans cette course, et bien ça a été un petit peu compliqué. Finlande, République tchèque, Estonie ensuite pour compliquer. L'Allemagne, la Suisse pardon, compliqué avec Nena Ikigros qui a fait un relais très mauvais. 3 balles de pioche sur son premier tir, 3 balles de pioche et un tour de pénalité sur le deuxième. Donc ça a été assez catastrophique et elle a plombé son équipe qui pouvait être positionnée au niveau de l'Allemagne. Très clairement du côté de la Suisse et du côté de la Belgique. 0-7, mais ça manque encore un petit peu de vitesse après un très bon relais de l'Hôtelier et de Maya Clotens. La fin de course a été plus compliquée pour F. Bouvard, avec notamment 2 balles de pioche sur le coucher, et pour Riquet des meilleurs. Voilà, ça manque encore de vitesse sur les skis pour les 2 concurrentes belges et 2 dernières relayeuses belges. Du côté des analytiques, vous voyez du côté de l'équipe de Suède, Sarah Anderson, le temps de ski loin d'être exceptionnel et un temps de tir pas suffisant, et avec un 1-3, donc forcément c'est un petit peu compliqué, surtout qu'elle s'est vraiment écroulée dans le dernier tour. Vous voyez 30 secondes de perdu dans le dernier tour, alors que les 2 premiers tours avaient plutôt été bons, donc une mauvaise gestion de course. Anna Magnusson très bien, Anna Heuberg vraiment bien aussi, et puis Elvira Heuberg largement au-dessus de tout le monde au niveau de son temps de ski. Vous voyez qu'Elvira Heuberg, son relais, elle est en 16 minutes 02. Et si vous regardez par exemple 17,073 pour Anna Magnusson, c'est-à-dire qu'elle aurait collé 1 minute à Anna Magnusson si elles étaient vraiment en opposition directe, 1,30 à sa coéquipière. Alors c'est vrai qu'on est dans des situations de course qui sont différentes. Anna Magnusson, il y a le départ, on sait que le premier tour est toujours, enfin les 2 premiers tours peuvent être toujours un petit peu plus longs parce qu'on est un petit peu plus en paquet, mais face à une Anna Heuberg, tu vois que les 2 sœurs Heuberg, il y a une vraie comparaison qui se fait, donc on voit qu'elle est excellente au niveau des temps de ski. Vous voyez que même le temps de tir est vraiment pas mauvais non plus, que ce soit Anna Heuberg qui a eu un temps de tir vraiment canon. Du côté de Lou Jean Monod et de cette équipe de France, vous voyez, on est première en temps de tir pour les 4 premières. Julia Simon aurait pu être très bien placée au niveau de son temps de ski. Le temps de ski de Sophie Chauveau, Justine Breza et Lou Jean Monod est excellent. Ça aurait pu être le cas également pour Julia Simon, sauf qu'elle s'écroule dans le dernier tour. Vous voyez très nettement qu'elle a eu du mal à finir 28 secondes 6 de perdu, forcément avec cette crampe, cette douleur au mollet qui a été intense. Vous voyez également le temps de tir de Sophie Chauveau quand je vous disais qu'elle avait perdu pas mal de temps, 26 secondes 8. Et donc 13e place seulement à ce moment-là. C'est pas plus rapide pour Justine Brezaz, mais la différence c'est que Justine Brezaz a eu 5 balles de pioche à mettre, donc forcément ça fait perdre un petit peu de temps. Si vous regardez notamment le debout de Sophie Chauveau, elle perd 18 secondes 6.
Justine Brezas perd 29 secondes en sachant que la différence c'est que là il y a une balle de pioche contre deux. Donc ça veut dire c'est comme si Sophie Chauveau en fait elle n'avait pas mis qu'une balle de pioche, elle en avait mis deux. Donc ça coûte très cher dans cette affaire-là, alors que Lou Jean Monod, elle était en taille patronne sur ce premier relais et ça nous a mis tout de suite dans de bonnes dispositions. Du côté de la Norvège, vous voyez des temps de ski pas si exceptionnels que ça, notamment pour Anne Cliff, seulement 5e de son relais. Tendrebolt qui perd aussi quand même 33 secondes par rapport quand même, il faut bien le dire, à Elvira Heuberg, donc c'est plutôt pas mal quand même de ce côté-là. Et Kerkaïde, pas mal au niveau de son tour de ski, c'est plutôt Knoten qui a été décevante. Sur ce relais avec en plus ce tour de pénalité à réaliser. Du côté de l'Italie, des très bons temps de tir pour Dorothea Virer qui fait le meilleur temps de tir avec une seconde de mieux je crois que la deuxième sur ce relais là. Très bon temps de tir également pour Carrara, mais des temps de ski qui sont pas suffisants pour Komela et pour Carrara. Par contre, vous voyez Orenthaler, 3e en termes de temps de ski, excellent relais. Et puis Hauser, 8e temps de ski, mais 2e temps de tir. Donc là, c'est pas mal du côté de l'Autrichienne. Et du côté de l'Allemagne, Vanessa Voigt, pas exceptionnelle sur les skis. Pareil pour Kink. Tannmeier, c'est le tir qui a pêché. Et Johanna Pouf, c'est 11e temps de ski seulement sur son relais, donc pas suffisant. J'ai pas parlé de la République tchèque, mais un peu comme d'habitude, Sharbatova a planté le relais. Parce qu'elle fait quand même elle fait 2 balles de pioche sur le premier tir, 2 tours de pénalité, 3 balles de pioche sur le deuxième, sur le debout. Donc c'est assez catastrophique et c'est ça qu'a depuis de nombreux mois, j'ai envie de dire, même ça fait au moins depuis 2-3 ans que Sharbatova est en grande difficulté sur son debout. Davidova par contre a l'air d'avoir retrouvé une stabilité au tir qu'elle n'avait pas l'année dernière avec une seule balle de pioche et surtout un temps de tir qui a été extrêmement rapide. Et puis Gislova, très bon temps de ski, comme Davidova aussi, avec chacune 3e temps de ski. Voilà, du côté de ce relais. Et puis si on regarde du côté de la Suisse, vous voyez un Lena Gross, relais très compliqué. Bon, avec un temps de ski pas exceptionnel, un temps de tir catastrophique avec ses balles de pioche. Et puis Bazerga, le temps de ski, c'est toujours aussi compliqué pour Amy Bazerga et pour Elisa Gasparine. C'est même vraiment dur pour Gasparine, puisqu'elle a vraiment explosé à partir du 2e tour. Et du 3e, ça a été extrêmement compliqué du côté de la Belgique. 2 très bonnes premières relayeuses, et puis après derrière c'est compliqué pour Eke de Meyer et pour Ève Bouvard. On poursuit avec l'individuel. C'était la 3e épreuve pour les garçons, mais c'était la première épreuve en solitaire sur ce relais, j'ai eu un petit rototo. Du côté de cette course, certains devaient se refaire la cerise. C'était le cas d'André Stromsheim, qui avait fait des bonnes courses, lui, du côté de Souchon, mais qui avait eu un relais extrêmement compliqué en 3e position. Et bien là, ça s'est extrêmement mieux passé. Alors, pas forcément en temps de ski, parce qu'il avait encore du retard par rapport à certains concurrents. Par contre, sur le tir, un sans faute. Et comme c'était un format individuel, alors c'était une mini individuelle, parce que c'était un mini individuel, c'était pas un individuel classique. Un individuel classique, normalement, c'est sur 20 bornes. Là, c'était que 15 km. Donc, c'est un format un peu hybride. Moi, que je n'aime pas trop, parce que je trouve que on perd le côté endurance sur les skis d'un individuel classique où vous avez 20 km, où c'est long, où voilà, ça dure, que c'est l'effort le plus long. Là, je dirais qu'on se rapproche d'un truc un peu plus classique, à part qu'on alterne les tirs. J'aime moins ce format-là. Puis je trouve qu'en plus, pour la réalisation, c'est extrêmement compliqué, parce que avec en plus le nouveau système de dossard, qui fait que les meilleurs partent un petit peu tous au même moment, et bien la réalisation avait beaucoup de mal à suivre, même je trouve beaucoup trop de mal à suivre par rapport à la réalisation qu'on a habituellement du côté de l'IBU, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Mais j'avais déjà vu ce format-là, c'était compliqué à réaliser l'année dernière en Italie, quand ils avaient fait ce format-là de mini individuel. Je trouve que la réalisation avait été en grande difficulté pour passer d'un concurrent à l'autre, et qu'ils avaient eu beaucoup de mal à s'en sortir. Après, je pense que comme là on rate quand même pas mal de choses à l'écran, ça serait peut-être intéressant d'avoir des bandeaux déroulants à certains moments sur les différents points intermédiaires, sur par exemple le top 10 à l'arrivée, d'avoir peut-être des petits bandeaux déroulants à certains moments, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout voir désormais,
même avant, hein, il y avait des concurrents qui étaient l'un sur l'autre. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident du côté de la réalisation, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir des petits bandeaux déroulants au niveau du classement pour avoir le top 15, le top 20 au moment où peut-être un passe au tir pour voir un petit peu ce qui se passe à d'autres endroits et puis ne pas négliger notamment le double écran. Mais du côté d'André Stromsheim, il peut être très satisfait de son tir. Je trouve qu'en plus qu'il l'a réalisé dans un bon tempo. Je trouve que voilà, sur les skis, bon, il en avait un peu moins que les autres, mais je trouve qu'il fait vraiment une course sympa, Stromsheim. Et puis, quand vous savez que vous arrivez en forme en Norvège, ça veut dire qu'on vous met un petit peu la pression médiatique en début de saison. C'est pas toujours simple à assumer parce que la presse norvégienne peut être extrêmement dure, comme la presse allemande, avec ses biathlètes. C'est pas toujours évident. Et donc Stromsheim, je pense qu'après le relais, il s'est pris peut-être une petite volée de bois vert et qu'il a bien réussi à rectifier le tir. Donc bravo. Johannes Bö, je dirais qu'il est dans une très bonne condition physique. C'est peut-être même son meilleur début de saison depuis quelques années, parce qu'il avait tendance à commencer piano. Et là, tu sens qu'il démarre très bien. L'année dernière, ça avait été compliqué pour lui en début de saison. Il n'avait pas forcément fait des courses exceptionnelles. Là, il est reparti, je pense, avec beaucoup d'ambition. Peut-être aussi que le fait de se dire en 2026, c'est fini. Il a retrouvé un petit peu de fraîcheur mentale et un petit peu d'intensité à l'entraînement. Même si il semblerait qu'il a repris l'entraînement très tard, peut-être qu'il a mis un petit peu les bouchées doubles, peut-être que de marquer enfin une date sur sa retraite. Voilà, de dire la retraite c'est là, de pas être un petit peu dans l'expectative, je réfléchis, je sais pas trop ce que sera mon avenir. Ça va peut-être changer un petit peu la donne pour Johannes Bö. Donc belle course de Johannes, parce qu'il y avait parfois des premières épreuves où il faisait pas mal d'erreurs au tir, là qu'une seule balle balle ratée. C'est plutôt très bien. Et puis ce tour-là, comme d'habitude, ce tour-là, l'individuel, c'est un peu son format favori. Donc on sait qu'il est toujours très performant sur ses formats à 4 tirs sur la grid. Bon, après, il faut que les autres se plantent aussi un petit peu parce qu'on sait très bien que son temps de ski est toujours un petit peu en retrait. Et puis la surprise du jour, c'est Vitaly Mandzin avec un sans faute, quatrième. Et un temps de ski loin d'être dégueulasse aussi quand vous regardez parce que il perd 15 secondes on va dire par rapport à un Stromsheim, donc vraiment il perd une minute par rapport à Stromsheim, mais un temps de ski qui est loin d'être ignoble pour Mandzin, et une très très belle quatrième place qu'il a été chercher à la fois sur le pas de tir parce qu'il fallait faire un sans faute pour lui, mais de toute manière même s'il avait fait une erreur ou deux erreurs, allez à 2 minutes. Ouais, il faisait top 15, hein. Il était au niveau d'Emilien Jacquelin, donc non, il a fait aussi un très bon temps de ski pour un mec, encore une fois, qui a moins de 21 ans, qui a moins de 23 ans, pardon, qui a seulement 21 ans, qui est pas là depuis longtemps. En plus, l'Ukraine, qui a été à une époque une nation assez forte, c'est vrai que depuis la Covid et la guerre avec la Russie, et a maintenant du mal à avoir un vivier de talent du côté du biathlon. Donc c'est vrai que ça fait du bien de voir ce pays et d'avoir un concurrent ukrainien aux avant-postes. Et puis on retrouve ensuite Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. Dommage au niveau du tir pour Quentin. Voilà, cette première balle couchée qu'il ne met pas dans une belle dynamique. À chaque fois, c'est cette première balle couchée qu'il ne met pas dans une belle dynamique. C'est vrai que le coucher, c'est toujours là où il fait des petites erreurs. Et puis Eric Perrault, c'est dommage, c'est la dernière balle qu'il met à côté. Bon, voilà, dommage pour Eric, mais en temps de ski, c'était pas suffisant de toute manière pour aller chercher le podium. Et Quentin Fillon-Maillet, ouais, ça aurait été. Il fallait une erreur de moins. À une erreur de moins, il pouvait peut-être jouer quelque chose face à ce tir-là. Là, avec cette double faute sur le coucher. Ça lui a coûté un petit peu cher. Enfin, cette faute à chaque fois sur chacun des couchers, parce que c'est pas une double faute en soi, comme on l'appelle du côté du biathlon. Jakub Fak, très bien. Bon temps de tir du côté de Jakub Fak, et puis Fabien Claude, excellent au niveau des skis, mais encore une fois, très bon relais du côté des garçons. Il confirme de nouveau. Et puis, belle performance pour la Belgique avec Thierry Langer, là aussi, très bon tir du côté de Thierry Langer sur les skis. C'est toujours un petit peu plus derrière, mais il faut savoir aussi que la Belgique n'a pas les farteurs de l'équipe de France, notamment, donc ça fait forcément des petites différences. Et puis Pidrochny qui rentre dans le top 10, donc 2 Ukrainiens dans le top 10. Et un top 10 beaucoup plus
disparate en termes de nations. Hein. Certes, vous avez 3 Norvégiens et vous avez 3 Français, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude déjà d'avoir 3 Français dans le top 10 l'année dernière. Et puis un Belge, un Slovène, 2 Ukrainiens. Et surtout pas de Suédois dans ce top 10 qui ont fini extrêmement loin. Vetle Christiansen, dommage parce qu'il se plombe d'entrée. Avec ses 2 fautes sur le premier coucher, il se plombe vraiment d'entrée. Et j'ai même eu peur pour lui que ça soit une course très compliquée et qu'il s'écroule un petit peu. Mais il a réussi ensuite à bien se remettre de temps. Buchalter, comme Simon Eder, les temps de ski sont pas suffisamment rapides. Mais bon, bah, les temps les tirs, eux, sont très bons. Et puis Emilia Jacquelin, dommage. Trop de déchets. Parce que tu vois qu'avec une erreur de moins, il se place au niveau de Quentin Fillon-Maillet. Donc les temps de ski sont bons, mais trop d'erreurs au niveau des tirs. Mais la forme est là parce qu'il rentre quand même dans le top 15 de cette première course, devant encore un Ukrainien, Dourchenko et Antonin Guigona. On peut pas faire mieux Antonin Guigona. J'ai même trouvé son temps de ski très bon quand je l'ai analysé hier soir. Pas en vidéo, hein, mais je l'ai analysé personnellement. Je trouve qu'il ne peut pas forcément faire beaucoup mieux, Antonin Guigona, en termes de temps de ski. Bon, dommage, voilà, il y a une erreur en trop. Voilà, un 18 sur 20, ça reste un score correct, hein, mais c'est vrai qu'avec un 19, là aussi, il aurait peut-être pu jouer quelque chose. Mais encore une fois, le problème d'Antonin Guigona, c'est que rentrer dans le top 10, c'est extrêmement quand même compliqué pour lui. Il y a une sorte d'un petit peu de plafond de verre du côté de ses performances sur les skis. On retrouve ensuite Niklas Hartberg, Krachmar. Pas bon sur les skis, par contre très bon tir. Maxime Germain qui a eu un petit peu du mal, je pense, sur la fin de course, mais qui fait une très bonne course, surtout devant son chef de file, devant les Allemands aussi qui ont eu beaucoup de mal quand même sur cette épreuve. Parce que le premier Allemand, c'est Navrat seulement, avec un 17 sur 20, donc c'est pas exceptionnel. Premier Italien, c'est Lucas Hofer, hein. Giacomel a eu du mal également au niveau du tir, parce que le temps de ski était vraiment bon. Dommage du côté de Tariebeu, parce que l'individuel, c'est aussi une épreuve qu'il aime bien. Et vous voyez que ces 3 erreurs lui coûtent cher, même s'il aurait eu du mal quand même à faire mieux que 3e, 4e, s'il avait fait un sans faute. Mais c'est vrai qu'il était très très bien positionné jusqu'au dernier tir, où là il s'est écroulé. Et puis comme je vous disais, donc Campbell White, derrière Maxime Germain, avec un 19 sur 20, mais un temps de ski pas suffisant. Et puis Tommaso Giacomel, 29e, 4 erreurs, c'est trop. Si on veut jouer le général et Emilien Claude, c'est dommage Emilien parce qu'il avait beaucoup d'envie. Il a été chercher sa qualification lors de la manche d'IBU Cup, la première manche d'IBU Cup, donc c'est vrai qu'il a été la chercher un petit peu au forceps, mais un peu comme l'année dernière où il avait fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il avait été chercher sa qualification à la dernière minute et où ensuite il avait eu du mal en Coupe du Monde. Là, c'est vrai qu'il se plante quand même sur ses 2 premiers tirs, peut-être un petit peu pris par la pression médiatique autour de cette épreuve. Premier Suédois seulement, 33e avec Jesper Nelin, parce que si on descend un petit peu dans le classement, on voit Didier Bionaz, temps de ski très correct par contre, 16 sur 20 surtout, et puis Sebastian Samuelsson, 5 fautes, c'est beaucoup trop, et Ponsi Lioma, n'en parlons pas, encore derrière. Il y a Swerom aussi qui s'est bien planté avec un 15 sur 20, et que je retrouve notre ami, donc Dalleux aussi, beaucoup de fautes. Ponsi Lioma, voilà, catastrophique Ponsi Lioma, avec un 13 sur 20 seulement et une 71e place. Ça a été extrêmement compliqué, un petit peu comme Sophie Chevaux, notamment sur l'individuel féminine. On regarde les temps de ski rapidement du côté de Stromsheim. Donc vous voyez 12e temps de ski, ce qui est en fait assez proche de ce qu'a fait l'Argrid. C'est même un petit peu mieux que sur la Grid. Mais un temps de tir qui est pas mal aussi, avec le temps de tir qui est 6e. Donc là, excellent de ce côté-là. Johannes Beu, 2e temps de tir, mais non, pardon, à chaque fois je me fais avoir, c'est par le shooting. C'est par le ski time qui en plus représente pas du tout le temps de ski. Mais en temps de tir un petit peu lent, voilà, mais vraiment un petit peu lent sur le premier tir, on voit qu'il met 7 secondes de plus. Et sur le dernier, par contre, très bon temps de ski pour lui. Donc sur la Grid, pas mal. Manzi, donc vous voyez un temps de ski 33e, ce qui est loin d'être déconnant. Voilà, bon, il lui manque une quinzaine de secondes pour aller jouer quelque chose, je pense, sur d'autres courses. Mais on voit un temps de ski qui est tout à fait
J'irais raisonnable, encore une fois, c'est pas les plus grosses nations. Je pense qu'en termes de fartage, c'est un peu compliqué pour l'Ukraine. Donc forcément, c'est pas forcément évident de ce côté-là. Quentin, très bon temps de ski. 6e. Et au niveau du temps de shoot, ouais, c'est toujours très rapide sur le debout. Ouais, un peu lent sur le premier coucher. Je pense qu'il s'est repris après sa première balle, donc ça l'a un peu perturbé. Et puis Eric Perrault, dommage ce dernier tir, mais on voit qu'en termes de temps de ski, il en manquait un petit peu avec seulement la 20e place. Je pense qu'il est capable de faire un petit peu mieux. Notre ami Eric Perrault, et puis on retrouve ensuite Jacob Fack. Voilà, et Fabien Claude, très bon temps de ski, 10e à 46 secondes, c'est très 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 bien. Devant Thierry Longer, là aussi un bon temps de ski pour lui. Et puis Pil Rouchny qui est dans le top 30, Christiansen qui est 11e, c'est pas mal. Puis si on retrouve Emilien Jacquelin dans le top 10, voilà, encore une fois c'est dommage le déchet, parce que sinon le temps de ski est vraiment très bon également de ce côté-là. Et puis Antonin Guigona, il est à sa place, 23e. C'est même un peu mieux que d'habitude, parce que l'année dernière il était plutôt aux alentours de la 30e place. Donc la préparation a été plutôt bonne. Et on voit en plus c'est une perte de temps régulière entre les différents tours. Il n'y a pas un tour véritablement où il s'est écroulé. Et Maxime Germain, il est parti très fort sur les premiers tours. Et puis ensuite, il a eu un petit peu de mal à finir sur les 3 derniers tours, où ça a été plus difficile dans sa gestion de course, où il finit à 2,18 devant Navrat. Mais je voulais voir, voilà, Tarier-Beu. Le temps de ski était... il est parti prudemment, Tarier. Voilà, il est parti un petit peu prudemment. Mais il perd du temps, je dirais, régulièrement. Mais il n'est pas exceptionnel, un 18e. Et un temps de tir qui n'est pas exceptionnel non plus pour lui. Et puis Campbell White aussi, c'est loin, à 3 minutes. Un peu trop loin pour Campbell White. Il est capable de faire un peu mieux. Mais c'est vrai que l'année dernière, les Américains avaient très bien fini et démarraient extrêmement timidement. Donc leur début de saison n'est pas forcément si bien que ça. Jack Hummel, très bon temps de ski. Par contre, voilà, 4 erreurs, c'est un petit peu trop. Emilien Claude, avec un temps de ski, oui, qui est raisonnable pour Emilien de Claude, qui est correct. Mais là, encore une fois, avec ce temps de ski-là, il faut être un peu plus sécure au niveau du tir. Et puis si on descend un petit peu, voilà, Didier Bionaz, très bon temps de ski, on disait, il a fait vraiment des progrès là-dedans. Par contre, trop de pénalités du côté de Didier Bionaz, trop d'erreurs à chaque fois. Samuelson, là ça a été extrêmement difficile au niveau du tir. Par contre, le temps de ski était très bon, parce qu'il y a seulement 3 secondes de Johannes Beu. Mais voilà, il en a peut-être un petit peu trop fait, notamment un très bon dernier tir, peut-être énervé, que lorsqu'il a fait son dernier tour, pardon, pas son dernier tir, mais son dernier tour, il est très bon. Swerum, 7e temps, donc sur les skis ça allait. Par contre, le tir, voilà, encore une fois, définition comme on le disait. Et si je descends, il y a Dalleux qui est très bas au niveau, voilà, Dalleux, seulement, même seulement 5e, il est capable de faire mieux en temps de ski, d'être plus proche que Johannes Beu. Bon, voilà, le tir, ça a été catastrophique. Et Ponsiluoma, voilà, là aussi, très compliqué pour Ponsiluoma au niveau du tir. Par contre, au niveau des skis, ouais, c'est pas mal, 38 secondes. Au niveau d'Emilien Jacquelin, c'est vraiment pas mal pour lui. On termine avec la dernière course, et donc la dernière course c'était l'individuel féminine. Un individuel donc court, encore une fois, la format 12 km 5 contre le format 15 km, avec également 45 secondes au lieu de 1 minute de pénalité par tir manqué. Et à ce petit jeu-là, en France, c'est un peu comme la Norvège chez les garçons, c'est-à-dire qu'en France, t'as beau en avoir une tête d'affiche qui se plante, 2 têtes d'affiche qui se plantent, t'as toujours un 3e, 4e larron qui est capable de performer. Le 3e larron, mais qui est un très bon larron, il faut bien le dire, parce que pour moi c'est une des indétrônables en ce moment de l'équipe de France, c'est Lou Jean Monod. Mais en fait, Lou Jean Monod, quand on regarde bien sa saison de l'an dernier, elle finit 3e de la Coupe du Monde, mais en fait elle finit 3e en ayant eu la Covid, donc en ayant eu un rendez-vous qu'elle n'a pas pu faire. Donc en ratant des courses. Si elle avait fait toutes les courses, peut-être qu'elle aurait déjà le dossard jaune, Lou Jean Monod. C'est une fille qui a le profil pour remporter la Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle a rarement de grands coups de moins bien. Quand elle a un coup de moins bien, elle fait 11 ou 12.
La Coupe du Monde, c'est de la régularité. Et Lou Jean Monod a cette régularité-là. En plus, si elle commence par une victoire, c'est sûr que c'est très bien, mais je pense qu'en plus, elle aborde cette saison pas dans la même mentalité que l'année dernière. L'année dernière, elle l'abordait dans une situation où c'était la première fois qu'elle arrivait à être présente toute l'année à un très haut niveau. Donc c'était presque un peu une surprise pour elle de jouer à ce niveau-là. Et je pense qu'elle s'attendait peut-être pas forcément à jouer le classement de la Coupe du Monde jusqu'au dernier rendez-vous de la saison. Donc elle l'abordait peut-être pas l'année de la même manière, notamment sur son travail de pré-saison. Là, je pense qu'elle voulait, dans sa tête, dire « je veux confirmer ». Elle voulait montrer qu'elle était en capacité d'être performante tout de suite. Et je trouve que ce qui est très fort aussi avec Lou Jean Monod, c'est que la pression ne l'atteint pas. C'est une fille où tu as l'impression que voilà, elle se joue de la pression magnifiquement bien. Et encore une fois, c'est une fille qui arrive à ne pas avoir de grands coups de moins bien sur l'année. Forcément, c'est un avantage. Et là, elle savait qu'elle devait marquer un grand coup. Pourquoi ? Julia Simon, pas au top de sa forme. Justine Brezaz, des tirs pour l'instant pas exceptionnels. Lisa Vitozzi, pas là. Dorothée Avireur, qui n'est pas encore vraiment revenue. Franziska Preuss, c'était sa première course, donc on ne savait pas trop quel allait être le niveau. Bon, on sait qu'Elvira Huberg est très forte, mais on sait que les Suédoises, parfois, ont un peu du mal à tenir sur le reste de la saison. Et puis, un collectif français qui est en très grande forme. Regardez les résultats du côté de l'IBU Cup, du côté de la deuxième division, où on collectionne également les victoires. J'ai envie de dire qu'il fallait montrer d'entrée qu'on était dans le coup, qu'on n'était pas en difficulté. Ce qui, je pense, a été le problème de Sophie Chauveau, a été à l'avantage de Lou Jean Monod, encore une fois, parce qu'elle gère excellemment bien la pression. Et je pense qu'elle a encore progressé par rapport à l'année dernière, parce que ça reste une fille qui reste jeune pour le biathlon, donc qui est encore en situation de progrès, et qui fait une course fantastique, encore une fois. Mais c'est pas une surprise quand tu vois son relais dames. La manière dont elle a fait le relais féminin, elle met l'équipe sur des rails, mais exceptionnels. Donc en gros, si tu prends son début de saison et surtout son relais féminin et que tu le compares à l'individuel, en fait c'est la même course. Temps de ski peut-être pas le plus excellent, mais bon, quand même très bon. Devant c'est Elvira Huberg et on sait le talent d'Elvira Huberg sur les skis. Et un tir où pour le moment, elle arrive à jouer du 20 sur 20. Elle n'a pas raté grand-chose pour le moment. Lou Jean Monod donc, ça fait une course parfaite sur un individuel. Alors après, ces dernières années, le concurrent ou la fille qui gagne l'individuel a parfois du mal sur le reste de la saison. Donc c'est peut-être plus ça qui m'inquiète. Mais elle savait qu'elle devait se placer, Lou Jean Monod. Et pour moi, c'est un très bon résultat du côté de la Française. Deuxième, la fille de ce début de saison est là. Alvarsson, qui a fait un très bon relais, un single mixte avec la Suède, c'était samedi. Alvarsson a fait la même course que samedi. On savait aussi que les Suédois lui avaient fait confiance pour le single, donc on savait que les temps de ski étaient très bons et que la fiabilité au tir était là. Elle a fait un très bon temps de ski. Elle fait un 19 sur 20. Quand tu fais un bon temps de ski, un 19 sur 20, c'est un très bon résultat. De toute manière, sur un individuel, rater une seule balle sur 20 tirs, c'est un bon résultat. Et donc Alvarsson peut être très satisfait de sa course, avec 12 secondes 3 seulement de perdu par rapport à Lou Jean Monod. Donc ça veut dire beaucoup plus rapide sur le temps de ski. Il y avait quasiment 30 secondes d'écart. Donc 30 secondes plus rapide. Donc c'est très bien pour Alvarsson, pour ses premières en Coupe du Monde, et la Suède a trouvé peut-être une remplaçante à Aline Persson pour cette année. Donc ça aussi, c'est très satisfaisant. Elvira Huberg, troisième. Alors, le temps de ski, excellent, mais je pense qu'elle ne sera pas satisfaite de son tir. 17 sur 20, c'est pas suffisant pour Elvira Huberg. Et en fait, j'ai l'impression que chaque année, on dit un petit peu la même chose avec Elvira, c'est qu'on sait que c'est la plus rapide sur les skis. Ça c'est clair et net, sauf que le biathlon c'est pas que du ski de fond, c'est aussi du tir. Et le problème d'Elvira, c'est encore une fois cette fiabilité au tir. Alors, on sait qu'avec un 18 sur 20, elle est capable elle de jouer la gagne, mais encore là, même avec un 18 sur 20, elle n'aurait pas gagné face à Lou Jean Monod. Il lui fallait un 19 pour s'imposer, parce qu'avec un 18 sur 20, eh bien elle aurait fini à une quinzaine de secondes de Lou Jean Monod, donc elle aurait fini dans les temps d'Alvarsson. Donc voilà, il y a une faute en trop pour Elvira Huberg, mais encore une fois, c'est du tir.
aussi, c'est la combinaison de ces deux épreuves-là, et c'est un peu le problème d'Elvira Heuberg, et ce qui fait qu'elle a du mal quand même à être fiable sur toute une saison de Coupe du Monde. Sidorovic, ça fait partie des filles qu'on n'a pas vues. Sidorovic, elle finit 4e sans avoir été visible sur les caméras, ce qui est dommage du côté de la polonaise, mais une belle 4e place, c'est un petit peu comme l'Ukrainien hier. Il y a toujours des concurrents aussi qui arrivent à s'en sortir en tout début de saison avec des tirs de qualité. Eh bien, c'est le cas de Sidorovic, avec un temps de ski qui est certes moins bon que Lou Jean Monod. Lou Jean Monod lui met une minute, moins bien que Elvira Heuberg, mais il fallait aller chercher cette 4e place. Elle finit quand même devant une Franziska Preuss ou encore Nisa Teresa Hauser. Donc très bien du côté de Sidorovic, de ce côté-là. Franziska Preuss, 18 sur 20. C'est une belle 5e place pour elle. Les temps sur les skis sont bons. Elle était rapide, très rapide même. Franziska Preuss. Là aussi, c'est une fille qui peut aller jouer le classement de la Coupe du Monde. Même si elle a tendance à avoir parfois des coups de mou, très mou, qui lui coûtent de nombreux points. Mais c'est une fille qui est en capacité d'être régulièrement dans le top 10. Donc on sait que c'est une fille qui est dangereuse, donc il fallait se positionner. Elle s'est positionnée. On verra désormais samedi pour le sprint comment ça se passera. Lisa Teresa Hauser, elle a retrouvé son tir, c'est un peu comme Davidova pour le moment. Donc ça fait une très belle course pour Hauser avec une cérémonie des fleurs. Et puis Océane Michelon, dommage la double faute sur le dernier tir. Mais elle n'a pas fait beaucoup d'IBU Cup dans sa carrière. Enfin, elle n'a pas fait beaucoup de Coupes du Monde dans sa carrière, Océane Michelon, parce que l'année dernière, elle était en IBU Cup. Et surtout, elle n'a jamais été dans cette position-là de pouvoir faire un gros résultat. C'est-à-dire qu'elle arrivait un petit peu sur la pointe des pieds en Coupe du Monde. Là, elle revient en Coupe du Monde, mais avec le statut de « j'ai gagné l'IBU Cup ». Donc avec un statut qui est quand même différent du côté d'Océane Michelon. Et puis dans une position où elle sait que il faut se montrer. En France, elle fait partie des filles comme Jeanne Richard, Sophie Chauveau, pour moi Gilone Guigona, qui doivent se montrer. Parce que en gros, il y a 5 filles pour 3 places. Parce que tu rajoutes Paula Beauté, par exemple, qui est en IBU Cup, et oui, mais qui est très forte en IBU Cup, et tu rajoutes peut-être même une autre fille en IBU Cup qui est performante. C'est-à-dire, il y a 5-6 filles, mais en gros pour 3 places, parce que pour moi, il y a 3 indéboulonnables, Julia Simon, Justine Brezaz et Lou Jean Monod. Donc derrière, ça va être la guerre. Et Océane Michelon, elle a planté une première banderille. Ça ne va peut-être pas être suffisant, mais elle a planté une première banderille. Après, il faudra voir comment elle arrive à faire les autres courses sur l'année, mais elle arrive aussi avec beaucoup de confiance par rapport à ses résultats en IBU Cup. Elle était sur la voie de la win. Elle n'était pas l'année dernière 35e de chaque épreuve de Coupe du Monde. Ça change aussi la donne pour une Océane Michelon. Regina Hermit, je dirais que les Estoniennes progressent de plus en plus, notamment le relais estonien qui avait très bien fini l'année dernière, qui avait fait des belles courses. Donc, je dirais que je ne suis pas vraiment surpris. Et puis Vanessa Voigt, on sait que c'est le format qui lui correspond le mieux. Devant Minkinen, qui a fait un très bon début de course à l'aveugle, parce qu'elle partait en tout début de course avec le dossard 1, mais qui s'en est très bien sorti, comme aussi Alvarsson, qui était dossard 4. Donc les deux ont eu l'avantage de partir un petit peu à l'aveugle. Jeanne Richard, 19 sur 20, la dernière balle, c'est un peu comme Eric Perrault, mais il en manquait un petit peu au niveau du temps de ski. Du côté de Jeanne Richard, après je ne suis pas surpris, l'individuel en IBU Cup l'année dernière, c'est un peu l'individuel qui l'avait révélé au grand public, et du côté, je ne sais même pas si c'était pas du côté déjà de Paul Duca, du côté de Jeanne Richard, il y a un an, et puis là où elle avait fait une super course en faisant un 20 sur 20, donc c'est pas vraiment une surprise du côté de Jeanne Richard en termes de performance. C'est un format qui lui convient, et elle est en plus dans sa 2e saison de Coupe du Monde, et là elle a vraiment optimisé sa préparation pour être en Coupe du Monde. C'est vrai que l'année dernière, elle avait plutôt optimisé sa préparation pour être en IBU Cup. Et puis, grâce à ses bons résultats en IBU Cup, elle s'était retrouvée en cours d'année en Coupe du Monde. Mais elle n'avait pas fait une préparation forcément Coupe du Monde. L'année dernière, elle découvrait. Là, maintenant, elle connaît l'ambiance Coupe du Monde. Donc, ça a changé également son approche. Sarah Anderson, 12e, avec des meilleurs temps de ski que lors des relais. Komola, toujours rapide. En temps de tir, par contre, voilà, le temps de ski pas suffisant. Et puis Ejdenberg, pas mal aussi, pour des débutantes en Coupe du Monde, devant Dedra Ervin avec un 20 sur 20. Et Lotelli, dommage, 18 sur 20, parce que
Quand on voit le temps de ski, il était pas mal le temps de ski. Et Tendrevold, pas top en temps de ski, seulement 17e, avec pourtant un 19 sur 20. Donc pas exceptionnel, Tendrevold. Bon, après, elle a eu une pré-saison qui n'a pas été facile. Pour elle, déjà, il a fallu se remettre mentalement du fait d'avoir perdu le général du globe de cristal, alors que bon, elle était quand même bien partie pour l'avoir. Elle s'est complètement écroulée sur la fin. Et il a fallu redémarrer et réembrayer sur une nouvelle saison, ce qui n'est pas toujours facile. Si on continue, Gillian Guigona, 18 sur 20. 18 sur 20, certes, résultat correct. Trop de temps passé sur le pas de tir. Donc ça, c'est à corriger. Léa Meyer, là aussi, c'est une nouvelle Suisse. Moi, j'ai été impressionné. Mais tu sens qu'il lui manque encore de la caisse parce que le dernier tour, elle était au bout de sa vie. Il y avait les épaules, tout partait un petit peu dans tous les sens. Du côté de Léa Meyer, mais intéressant cette Suissesse, je pense qu'il va falloir la suivre. Gislova, bon, bien beau résultat. Anna Heuberg, dommage, 17 sur 20, c'est pas suffisant. Heikki Gross, encore des ratés sur le debout, comme sur son relais aussi féminin, donc ça c'est un petit peu dommageable. Et puis Anna Magnusson un petit peu plus loin. Charvatova, 17 sur 20. Davidova, c'est dommage parce qu'elle avait fait des bons relais. Et là, elle retombe un petit peu dans les travers de l'année dernière avec seulement un 16 sur 20. Et puis Julia Simon, 16 sur 20, mais avec ce mollet qui a dû l'inquiéter pendant quelques jours. Elle est, je pense, pas arrivée très fraîche mentalement. Après l'année dernière, son premier individuel n'avait pas été bon non plus. Et derrière, elle avait fait une bonne saison. L'année dernière, Östersund, c'était pas top. Du côté de Julia Simon, je me souviens après l'individuel à Östersund, où moi j'avais l'impression qu'elle n'allait pas tenir longtemps avec elle avait une mentalité très sombre, avec l'affaire qu'il y avait eu avec Justine Brezas, l'affaire de la carte bleue, mais vraiment elle était dans une mentalité qui n'était pas bonne. L'année dernière à Östersund, là déjà son approche est bien meilleure, donc je dirais que je pense qu'elle va retrouver des bonnes jambes, et encore une fois on le dit toujours, mais les champions ça ne meurt jamais. Je pense qu'on devrait le voir. F. Bouvard, dommage le temps de ski. Par contre, en termes de tir, pour le moment, c'est pas mal. F. Bouvard, la Belge, il manque un petit peu de temps de ski. Et puis Justine Brezaz, 15 sur 20, pas suffisant sur une épreuve de ce type-là. Beaucoup trop d'erreurs au tir. Un tir très compliqué à chaque fois en plus. Parce qu'il y a 15 sur 20, il y a des balles manquées, mais c'est un combat. Tu sens le tir pour le moment. Et puis on peut pas faire seulement un 6 sur 10 sur le coucher. Donc il va falloir retravailler ça, et vraiment c'était dur. Tu sens que son tir était très 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 compliqué. Oren Thaler, dommage des deux derniers tirs ratés parce que ça lui coûte 1 minute 30 et sinon elle serait retrouvée aux alentours des 2 minutes. Kalkenberg, dommage aussi les 3 erreurs sur le premier debout où elle a dû recliquer. Je crois que c'est elle qui reclique. Ça lui coûte très cher aussi. Célina Grossian, c'est pas top parce qu'en plus Océane Michelon prend le maillot bleu et elle ne marque pas de points. Dorothée Avireur, là aussi, beaucoup trop d'erreurs pour Dorothée Avireur avec un 15 sur 20 aussi. Knoten, là aussi elle s'est plantée dès le départ, elle a recliqué, je suis sûr qu'elle a recliqué, donc il n'y avait pas les bons réglages. Anne Clive également très compliqué. Donc du côté de la Norvège, on va un peu gueuler sur les tirs parce que c'était pas top encore du côté de Randby, et pas une course exceptionnelle. Voilà, du côté de la Norvège, au niveau des tirs, Kerkaïde également très compliqué, et Sophie Chauveau là aussi très difficile, quasiment 70e, mais avec un 14 sur 20, c'est pas suffisant, et elle se met un petit peu de balle dans le pied, Sophie Chauveau. Il va falloir réagir tout de suite sur le sprint ou sur les courses d'après, parce que sinon elle va se mettre tout de suite en difficulté, en rappelant que la Mastart aura un règlement particulier. Je pense qu'ils ont modifié le règlement vu la performance qu'a eu Ponsi, Lioma et Samuelson du côté des garçons sur l'individuel, ce qui fait qu'ils pouvaient ne pas pouvoir participer à la Mastart. On reprend en fait les 15 premiers du classement général de la Coupe du Monde de l'année dernière, auquel on rajoutera, donc je pense, les 10 concurrents qui ne font pas partie de ces 15-là et qui sont dans le top 30 de la Coupe du Monde, et puis on complétera sur les dernières places avec les concurrents qui sont un petit peu plus loin. Mais là, je pense que ça sera fait de cette manière-là du côté de la première Mastart de la saison qui aura lieu dimanche. Carrara, par contre, là, autant sur le relais de tir avait été bon, autant là, ça a été une catastrophe. Lampitch, elle est repartie un petit peu sur la même moyenne que l'année dernière. Les années se suivent et se ressemblent pour Lampitch. Pas de progrès au niveau du tir, ce qui est quand même, je trouve, assez incroyable. Parce que quand on sait en plus son niveau qu'elle avait en ski de fond, on se dit est-ce
est-ce que ça a un intérêt de continuer quand on n'arrive pas au tir, quoi? Vraiment, elle essaye, hein, tu sens qu'elle essaye, mais au tir, ça ne fonctionne pas. Bon, du côté de cette épreuve, au niveau des analytiques, Lou Jean Monod, bah, quand même un bon temps de ski, hein, parce qu'elle est 6e, en sachant que vraiment, au-dessus, il y avait Elvira Heuberg, qui fait le meilleur temps largement, parce que vous voyez, Alverson est quand même à 50 secondes. Sinon, bah, le temps de ski est vraiment pas mauvais, avec un temps de tir qui est quand même pas exceptionnel, 37e, hein, sur le temps de tir. Je regarde, en plus, oui, elle a perdu du temps régulièrement sur chacun de ses tirs. C'est pas le dernier tir qu'elle a vraiment assuré en prenant son temps. Donc ça, c'est un petit peu dommageable, parce que voilà, Alverson, par exemple, le dernier tir, elle a pris beaucoup de temps, parce qu'elle perd 22 secondes, donc elle est dans les dernières dans ce classement de ce côté-là. Par contre, Alverson, vous voyez, un très bon temps de ski. Là, elle peut être satisfaite de sa performance. Du côté d'Elvira Heuberg, si elle n'avait pas eu ces pénalités, elle serait largement devant, hein, comme vous le voyez, avec 46 secondes d'avance sur Alverson, sauf que, eh bien, on compte également les tirs, c'est pas qu'une course de ski de fond. Et à ce petit jeu-là, eh bien, Elvira Heuberg a perdu un petit peu trop de temps avec des pénalités. Voilà, Sidorovic, bon, vous voyez, un très bon temps de tir, hein, dans le top 10 au niveau du temps de tir. Bon, le temps de ski, hein, plus derrière. Il faudra progresser dans ce domaine-là, mais encore une fois, les Polonais n'ont peut-être pas le meilleur matériel non plus. Franziska Preuss, quand je vous disais, très bon temps de ski, 5e. Voilà, dommage, les deux pénalités de temps. Hauser, pas mal, parce que qu'elle soit dans le top 30 au niveau du ski, c'est pas si souvent que ça, et un temps de tir toujours aussi canon, avec le 3e temps de tir. Ça veut dire que ça allait très très vite. Océane Michelon, bah, dommage les 2 erreurs sur le dernier tir, parce que vous voyez qu'elle est qu'à 10 secondes de Lou Jean Monod. Donc un très bon temps de ski également pour Océane Michelon, en sachant qu'elle a eu du mal à finir, hein, sur son dernier tour. On voit qu'elle perd 24 secondes 5 sur le dernier tour, mais qu'elle est partie vraiment sur des temps très canons. Regina, 50e en temps de ski, mais encore une fois, un sans faute, donc ça marche bien. Et puis Vanessa Voigt, 12e temps de ski, elle a quand même progressé sur les skis, hein, Vanessa Voigt, parce qu'avant c'était bien plus loin que ça. Et Minkinen et Jeanne Richard dans le top 25 en termes de temps de ski, et un temps de tir qui n'est pas exceptionnel. Là aussi, il y a des progrès à faire au niveau du temps de tir, parce qu'elle est 86e, ce qui n'est pas bien, hein, c'est pas top. Sarah Anderson, vous voyez, un temps de ski qui est raisonnable dans le top 25. Komola, il faudrait progresser encore au niveau du temps de ski. Aldenberg, vous voyez, un temps de ski très intéressant pour une première en Coupe du Monde. Temps de tir également satisfaisant, donc c'est une première course intéressante. Beaucoup de choses à retenir. Temps de revolt, comme je disais, le temps de ski, pas bon du tout, hein. 37e seulement. Et elle perd beaucoup de temps sur les 2 derniers tours. Vous voyez, elle perd une 13 là. Elle est peut-être tombée, parce que là, elle est 100e sur le dernier tour. Donc il a dû se passer quelque chose sur sa course à temps de revolt, parce que qu'elle perde 1 minute 13 là, j'ai dû rater quelque chose du côté de temps de revolt. Je vais noter temps de revolt si elle a eu un problème, parce que là, perdre autant de temps sur l'avant-dernier tour, je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle, mais il y a eu un problème, hein. Il y a eu un problème pour temps de revolt. Elle a dû s'arrêter. Là, je viens de voir l'actualité. Elle a eu des problèmes. Ouais, elle a dû faire baisser ses pulsations cardiaques. Je vois temps de revolt, je vois un article là, de skinordique.net. Elle avait un pouls trop élevé. Donc voilà, elle ne pouvait pas aller aussi vite, et ça, c'est pas top. Voilà, parce qu'elle a été prise un petit peu de tachycardie. Voilà, donc un rythme irrégulier. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a dû s'arrêter, mais ça lui coûte extrêmement cher en termes de temps, du côté de temps de revolt, ce problème-là. D'où la minute 13 de perdu. Et puis après on descend, bon, bah, Bazerga, Guigona, 21e, donc le temps de ski est bon. Vous voyez le temps de tir, 90e, parce qu'elle a trop pris son temps sur le tir, et ça compte aussi. Gislova, 34e, Anna Heuberg, 32e, donc un temps de ski pas exceptionnel. Pour elle. Elle aussi, elle a plutôt bien démarré, et puis ensuite elle a eu du mal quand même un petit peu à finir. La Nike grosse. Là aussi, deuxième partie de course qui a été moins bonne que la première.
Et puis, 2 erreurs quand même, hein. Sharbatova, dommage, hein, parce que le temps de ski est correct, mais encore une fois, trop d'erreurs au tir. Davidova, le temps de ski était très bon. Par contre, là aussi, trop d'erreurs. Julia Simon, un temps de ski qui est en deçà de d'habitude, hein, 1,46. Elle est capable de faire mieux, Julia Simon. Donc ça montre que quand même, elle n'était pas sûre au niveau de son mollet, je pense. Par contre, un temps de tir, toujours encore une fois exceptionnel. Quatrième de ce côté-là. Et puis on redescend dans le classement pour retrouver Justine Brezaz. Bon, troisième temps de ski. Déjà, ça la place quand même loin d'Elvira Hubert quand même dans l'idée. Mais bon, Elvira était au-dessus et voilà, trop d'erreurs, donc ça lui coûte très cher. Et je voulais voir Oren Thaler un petit peu moins bien dans le temps de ski sur les autres courses, où elle avait fait vraiment des très bonnes choses, mais des tours assez irréguliers. Elle est partie peut-être trop calmement, hein. Vous voyez, sur les 2 premiers tours, 39 secondes, 35 secondes de perdu. Elle pouvait peut-être faire mieux. Et je descends pour trouver Dorothea Virer. Ouais, c'est dommage parce que le temps de ski est pas mal pour Virer. 14e, c'est pas mal, mais trop d'erreurs. Et du côté d'Anne Clive, le temps de ski est pas top, hein, donc il y a beaucoup de fautes et pas un temps de ski top non plus. Avec un dernier tour très compliqué aussi. 61e de son dernier tour, c'est pas suffisant. Et du côté de notre dernière française, pour finir, il y a Kierkeide qui avait un bon temps de ski, c'est dommage. Et Sophie Chauveau, bon temps de ski, mais voilà, trop d'erreurs au tir. Et en plus, pourtant, elle a pris son temps. Elle a pris son temps, donc ça, c'est un petit peu frustrant, voilà, pour elle, sur cette épreuve. Bon, nous avons fait le tour de ces différentes courses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!